Un mur comme un écrin. Un mur de 32 km qui ceint le projet d'un homme, d'un roi, surnommé aussi le prince architecte, François Ier. Son projet crée une merveille du monde destinée à immortaliser son bâtisseur. Septembre 1519, le roi ordonne la construction de Chambord. Chambord qui doit servir aussi de résidence de chasse et nécessite la création d'un parc où le gibier soit abondant. Virginie, doctorante en histoire, chargée de recherche à Chambord, est notre guide. Elle nous donne rendez-vous dans un paysage bien différent du cadre boisé associé à l'image de Chambord. En fait, à l'époque de François Ier, au XVIe siècle, nous sommes sur un territoire moins forestier. Il y a encore de grandes plaines, des prés, des terres agricoles. Il y a aussi quelques paysages de landes et puis des marais aux abords du château. Et François Ier choisit ce terrain parce qu'il a une réputation très giboyeux. Et d'ailleurs, les comtes de Blois avaient fait construire ici, à l'emplacement du château actuel, une première résidence dans laquelle ils venaient lorsqu'ils voulaient chasser sur les terres giboyeuses de Chambord et de Boulogne. Chambord est à 2 heures de cheval du château royal de Blois, c'est un lieu idéal. Le roi y chassera avec sa petite bande, 300 de ses plus proches sujets. Mais le jeune roi, auréolé de ses victoires, porte avant tout le projet d'un Chambord symbole de modernité et de grandeur. Son projet, c'est de construire une résidence de plaisance. Mais en même temps, le château de Chambord, c'est aussi pour lui l'envie de créer un bâtiment de génie architectural qui va éblouir. Et d'ailleurs, il fait visiter le château pendant son règne. C'est lors des guerres avec les riches provinces italiennes que François Ier découvre la Renaissance, période où le domaine des arts et des sciences innove et bouscule les codes. Influencé, il invite à sa cour les meilleurs artistes italiens, dont Léonard de Vinci. Nommé premier peintre, architecte et mécanicien du roi, il est sans doute l'un des architectes de Chambord. L'influence italienne est évidente sur le donjon, bâtiment central voulu par François Ier. Nous ne sommes pas dans un donjon médiéval sans ouverture, bien au contraire, et qui sert pour la défense. Ici, on cherche à rendre le bâtiment élégant, plus agréable à vivre. Donc on perce de nombreuses ouvertures. En termes de décor, les façades sont découpées par des moulures horizontales, par des pilastres verticaux. On a aussi des loggias. On a un vrai mélange d'architecture française traditionnelle et des apports italiens de la Renaissance, ce qui nous amène à un nouveau style, la première Renaissance française. Le donjon, commencé en 1519, sera achevé 20 ans plus tard. Au total, 1800 ouvriers ont travaillé sur ce projet pharaonique. Un projet difficile au milieu des marécages où le paludisme est présent. Voilà le paysage reconstitué de ce qu'on pouvait voir depuis les fenêtres de Chambord. Y vivre était tout autant difficile. C'est un château que François Ier n'a pas habité très souvent et qui en plus est vide en dehors des séjours du roi. Il n'y a pas de mobilier permanent. Donc il est meublé à l'occasion des séjours de chasse du roi ou lorsqu'il vient surveiller l'avancée des travaux. Et c'est un château qui est effectivement un peu inhabitable dans le sens où, à vouloir apporter ici les éléments les plus modernes de l'architecture, comme un escalier à double révolution, on a créé des hauteurs de pièces qui rendent les chambres de, par exemple, 120 mètres carrés dans les plus grands appartements, impossibles à chauffer. Commencé en 1519, Chambord sera totalement achevé 160 ans plus tard par Louis XIV, qui comprend le symbole politique de Chambord. Chambord, c'est un objet politique que François Ier aime montrer à des ambassadeurs, à des souverains, comme Charles Quint, qui est impressionné en venant ici. Et on lui prête des mots, on dit qu'en voyant Chambord, il aurait dit « J'ai vu ici l'abrégé de ce que pouvait l'industrie humaine ». François Ier meurt en 1549. Il aura passé 70 jours au total à Chambord. Dernier roi chevalier, lettré, passionné d'art et d'innovation, il inscrit Chambord dans le paysage politique et culturel de son temps. Un temps où la Renaissance marque l'avènement d'une Europe moderne.